Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine pour partager avec vous notre passion des cryptos. Donc blockchain, bitcoin, métaverse, Ethereum, finance décentralisée, NFT, ce sont chacune de ces applications que nous allons découvrir au cours de nos émissions. Et chaque semaine, nous allons passer en revue tout ce qui se passe sur le marché des cryptos avec ces différentes applications. Aujourd'hui, nous recevons Oussama Ammar, fondateur de The Family. Yes, alors pour ceux qui ne connaissent pas The Family, c'est un petit peu la référence en francophonie et plus largement dans l'Europe de l'accompagnement à la création de startups. Donc c'est une société qui accompagne les entrepreneurs dans leurs projets tech un petit peu fous. C'est depuis 2013 plusieurs centaines de sociétés accompagnées, de fondateurs accompagnés des boîtes à succès. Et voilà, quand on présente tout cet empire, il faut imaginer que Oussama, qui est avec nous, a décidé de quitter cet empire pour rejoindre la sphère crypto, donc c'est ça qui va être intéressant de décortiquer. Oussama, première question qui est habituelle ici, raconte-nous ton parcours. Alors moi j'ai un parcours, j'ai grandi à Tours, j'ai commencé dans la première vague de l'internet à vendre des sites internet quand j'avais 13-14 ans. C'était incroyable parce que on était en ligne, on comprenait rien à ce qu'on faisait et pourtant on gagnait de l'argent. Et ça c'était vraiment une époque bénie. Et puis petit à petit, de site internet en site internet, j'ai commencé à développer des produits. J'ai créé une plateforme d'antiquité en ligne. Et puis ensuite, j'ai créé une plateforme de recherche scientifique de pointe où les gens qui avaient des problèmes scientifiques venaient les résoudre. Et j'ai commencé à investir un peu d'argent dans les startups. C'est là où je me suis pris de passion pour être de l'autre côté de la barrière et aider les gens à réaliser leurs rêves et à essayer de créer une infrastructure qui leur permet d'avancer le plus vite possible, surtout dans un environnement à l'époque en France qui était quand même très difficile. Être entrepreneur en 2013 en France, c'était pas la panacée. Je raconte souvent cette anecdote où je dis qu'entre ma première petite amie et la dernière, à chaque fois que je disais aux beaux-pères respectifs que j'étais entrepreneur, les réactions étaient de mieux en mieux. Ouais. Et ça, c'est finalement le grand changement culturel qui a eu lieu dans les 10 dernières années. Je pense que The Family et moi-même y avons participé. C'est des chiffres vertigineux. On a créé une plateforme qui s'appelle Coup d'État, qui accompagne les gens dans leur démarche entrepreneuriale. C'est des centaines de milliers d'entrepreneurs qui ont suivi cette formation. En francophonie, c'est des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui ont créé des entreprises à succès et qui ont réussi à changer de vie, à avoir un peu plus de liberté financière, etc. Arrivé à 9 ans d'advisory et 9 ans de donner des conseils, il y a un moment c'est fatigant. Le Covid a beaucoup joué parce que le Covid ça a été d'être à la maison seul, d'un seul coup de plus voir 90 personnes toutes les semaines, etc. Et de commencer à lire des choses. Alors moi j'avais raté, je suis un peu bête parce que on m'a parlé pour la première fois des bitcoins en 2010. J'en avais acheté et puis quand ça a fait x20, je les ai vendus et j'ai trouvé que j'étais génial. On a déjà entendu cette histoire, ouais. Et donc parce que j'avais des référentiels VC en tête où moi quand je fais x20 sur une boîte, c'est que j'ai vraiment très très bien travaillé quoi. Ouais, c'est clair. Et puis après ça a fait je sais pas combien de fois, puis après t'en rachètes, puis après tu revends. Mais j'avais jamais pris ça au sérieux. J'avais jamais compris, j'avais jamais et récemment en fait je me suis dit, mais le Web3, d'abord émotionnellement et sensoriellement, ça ressemble vraiment à ce que j'ai vécu quand j'avais 13-14 ans et que c'était le début de l'Internet. Et ça, c'est une sensation étrange. Et je me suis dit, bon, quand j'avais 13-14 ans, j'avais pas pu en profiter à 100%. Là, il n'y a pas de raison que j'en profite pas à 100%. Il n'y a pas de raison que je prenne pas le train tout de suite. Parce que ça me fait pas peur de prendre un train dont je connais pas la destination. Ouais, ce qui est la définition d'entrepreneur. Exactement. Donc là, ça c'est dans ma nature, c'est dans mon ADN. Donc j'avais pas peur de ça. La deuxième chose, c'est que le marché aujourd'hui de l'entrepreneuriat est un marché très structuré. Les levées de fonds arrivent très vite. Et je pense pas être la personne la plus apte à aider un HEC qui lève de l'argent et qui a pas de product market fit.
il y a eu une transition culturelle incroyable où en fait mon métier, moi avant, c'était d'aider des gens qui avaient rien à avoir quelque chose. Et maintenant, il faut aider des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, mais qui ont beaucoup, à essayer de pas tout cramer. Et donc on passe d'un monde où la qualité première, c'est une forme de piraterie, de violence, d'aller chercher avec les dents, à on est tous des petits gestionnaires autour de la table. Et d'un seul coup, je fit plus. Je suis un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Je casse tout. J'énerve les gens. Et je me suis dit bon, ça sert à rien d'être dans un milieu où on n'est pas à l'aise. Autant aller dans ce milieu. Et dans le Web 3, ce qui est incroyable, c'est le niveau de piraterie générale. Dans le bon et le mauvais sens du terme. Ouais, tu redeviens un fibustier, un corsaire. Tu redeviens un corsaire. Tu reviens sur un bateau. Les trésors sont incroyables. Mais c'est dur de comprendre ce que tu fais. Les mouvements sont dingues. Ça me fait mourir de rire. La première grosse position que j'ai prise là dans le monde des cryptos a fait moins 95% en 3 semaines. Ça forge. Et je trouve ça génial. Oui. Parce qu'en fait, je me dis, c'est quand même trop drôle. Et en fait, j'aime beaucoup ce monde dans lequel, si tu as raison, tu gagnes de l'argent. Si tu as tort, t'en perds. Et le montant que tu perds, c'est finalement le montant de la leçon dont tu as besoin. Et c'est très très. Faut vraiment se débarrasser de beaucoup de choses. Là, moi, je suis dans un process très humble où j'essaie de réapprendre de zéro. Où la plupart des gens qui m'enseignent ont entre 16 et 19 ans. Ça, c'est quand même incroyable dans le monde des cryptos. C'est que les cryptos, c'est rempli de jeunes gens brillantissimes. Et donc, je me souviens, moi, quand j'avais 18 ans et que j'apprenais à des mecs qui avaient 35, 40 ans, ce qu'était Internet. Et je me souviens de l'émotion que j'avais à 18 ans. Et d'être aujourd'hui de l'autre côté de la barrière, d'être le vieux qui apprend de gens comme ça, qui ont 16, 17, 18 ans. C'est fondamentalement enthousiasmant. Et qu'est-ce qui t'a le plus attiré dans cet univers ? Qu'est-ce qui a suscité, qu'est-ce qui a généré la bascule ? Le déclic, c'est le 25 septembre de cette année, l'année dernière. C'est le jour de mon anniversaire. Et en fait, j'ai une amie qui m'a peint un Lazy Lion, qui est un NFT assez connu. Mais elle l'a peint en vrai, et elle est venue me l'amener. Et elle m'a dit, voilà, je peux pas t'offrir le NFT, j'ai pas les moyens, mais je peux t'offrir la peinture, quoi. Et j'ai posté le NFT sur mon Instagram. Oussama, on va juste définir ce que c'est qu'un NFT. Alors, un NFT, c'est une œuvre d'art numérique qui a la particularité de pouvoir prouver qui est le propriétaire, parce que la propriété de cette œuvre d'art est inscrite dans la blockchain. Alors, évidemment, n'importe qui peut faire un screenshot, copier-coller l'image, mais comme n'importe qui peut demander une reproduction d'un Matisse, en fait. À la fin de la journée, on sait très bien que c'est pas le vrai. Et des NFT, ça permet de mettre du statut et de la rareté dans un objet numérique qui est réplicable à l'infini. Et donc, les NFT sont uniques. C'est pour ça qu'ils s'appellent NFT, parce que c'est non fongible. La fongibilité, c'est que 1 euro dans ma poche, c'est comme 1 euro dans votre poche. C'est le même euro. On peut se les échanger. On aura toujours 1 euro de valeur. La Joconde et un tableau de Matisse, c'est 2 œuvres uniques. Elles peuvent avoir la même valeur monétaire, mais elles sont pas fongibles. On peut pas dire la valeur d'une Joconde si la valeur d'un Picasso. Non, c'est 2 objets indépendants qui ont une valeur qui peut être équivalente, mais qui est pas unique. Et donc, on reproduit ça dans la blockchain. Exactement. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on mettait un sceau numérique sur une œuvre d'art qui permet de savoir qui en est l'auteur. Exactement. Quelles ont été toutes les transactions, toutes les ventes et achats qui ont été faites sur cet objet depuis qu'il a été créé. Exactement. Et à quelle valeur. Et donc, comment sa valeur a progressé. Donc, ça enlève tous les problèmes d'authenticité, parce qu'on n'imagine pas, mais dans le monde de l'art, des fois, moi, j'ai acheté une œuvre d'art une fois, le certificat d'authenticité était réel, mais l'œuvre était fausse. Parce que le mec avait bien le bon certificat d'authenticité, mais il s'était dit qu'il vendait la fausse plutôt que la vraie. Et donc 10 ans plus tard, quand j'ai voulu la vendre, on m'a dit mais non, c'est un faux. Je comprends pas, j'ai le certificat. Le mec me dit ah non, le certificat il est vrai. Donc ça c'est pas possible dans la blockchain et c'est la puissance des NFT. Et donc cette jeune fille m'amène ce Lazy Lion à la maison. Et je poste sur Instagram en rigolant l'adresse de mon MetaMask, donc le wallet, etc.
Et je dis aux gens, bah voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui, si vous voulez m'offrir des NFT comme Safia, envoyez. Mais c'est une blague, je m'attends pas du tout à me faire offrir des NFT, je sais pas. Et là, je me fais offrir une centaine de NFT dans la journée. Et je suis du genre, moi, si on m'offre quelque chose, je me sens obligé de répondre aux gens et de dire merci et d'être poli et de m'intéresser et de comprendre, etc. Et donc, bah, je me suis connecté à une centaine de Discord. Puisqu'en fait, ce qui se passe dans les NFT, c'est que souvent les NFT ont des communautés en ligne dans un logiciel qui s'appelle Discord, où les gens s'organisent, se parlent, échangent, s'engueulent, etc. Et là, je suis retourné en IRC 1998. IRC, c'est le logiciel de chat avant Facebook, avant tout. C'est le proto-chat de l'Internet. C'est le premier logiciel de chat de l'Internet. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, c'est incroyable. Et littéralement, hein, le 26, 27, 28 et 29 septembre, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, j'ai passé mon temps à regarder, à comprendre, machin. Et à la fin, je me suis rendu compte que je me suis dit, c'est pas possible que quelqu'un m'achète un JPEG. J'ai mis un JPEG en vente et boum, j'ai de l'argent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment prendre le sujet au sérieux. Et je me suis dit, bon, il faut arrêter d'être un peu bête. Et il faut accepter une idée qui est vraiment pas facile à accepter. C'est que la valeur n'est définie que par l'offre et la demande. Rien dans la vie ne définit la valeur autrement que l'offre et la demande. C'est encore plus vrai et essentiellement vrai pour tout ce qui touche à l'art. Et c'est vrai pour tout, en fait. Parce qu'il n'y a même pas une valeur d'usage. Oui, mais même des choses qui ont une valeur d'usage, leur valeur d'usage ne dépend que de l'offre et la demande. J'ai un verre d'eau dans le désert, ça vaut beaucoup plus qu'un verre d'eau où il y a plein d'eau autour, parce que l'utilité est proportionnelle à la demande. Et ça, la valeur d'utilité est proportionnelle à la demande. Et en fait, c'est très dur, c'est une idée qui est très, très dure à accepter, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on est éduqué à refuser cette idée en permanence. Les gens cherchent toujours à croire qu'ils sont plus intelligents que l'offre et la demande, et qu'ils ont réussi à trouver des bugs de valeur. Et ça, c'est un jeu auquel on aime tous jouer, on est tous très fiers de voir la valeur là où les autres ne la voient pas. Mais c'est plus juste parce qu'en fait, on n'est pas omniscient sur les demandes de valeur. Je sais pas, c'est un type qui vous dit oui, mais moi, une fois, un type me dit ton appart à Paris, tu payes tant d'euros par mètre carré. Moi, dans le sud, je paye tant, c'est beaucoup moins cher. Ah non, c'est pas beaucoup moins cher, c'est juste beaucoup moins de valeur. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de gens qui veulent vivre là-bas, donc forcément que en fait c'est moins cher. Et en fait, cette reconnaissance de la valeur et des préférences individuelles, etc., elle est dure à admettre. Et le monde des cryptos, c'est un monde dans lequel, cette valeur, elle est native, elle est codée, elle est inscrite dans le produit. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que Adam Smith raconte sur les incitations, mon boucher, j'ai pas besoin qu'il soit sympa, j'ai besoin qu'il me fasse de la bonne viande, que les intérêts individuels participent à l'intérêt collectif, tout ce qu'on a appris sur la main invisible d'Adam Smith, d'un seul coup devient réel, encodable, c'est-à-dire programmable au sein d'un produit ou d'un service, et permet à n'importe qui de designer des services qui reposent sur ces incitations. Et finalement, c'est un peu la façon dont je vois, c'est que ça permet à tout le monde de créer des mini-États. Des petits États virtuels, personnalisés, indépendants, avec leur propre planche à billets, capables de création monétaire, de création de valeur, d'alignement d'intérêts. Et le wake-up que j'ai eu, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai compris pourquoi j'avais jamais compris les cryptos. C'est parce que ça fait 10 ans que j'entends des mecs me raconter que les cryptos vont remplacer le Web 2. Moi, ça fait 10 ans que j'entends des mecs me dire, oui, Facebook, c'est pas bien, on va créer un Facebook décentralisé. Et puis moi, techniquement, parce que je sais ce que ça veut dire, je dis, mais les gars, en fait, la centralisation, il y a des raisons pour lesquelles ça marche. Il y a des raisons pour lesquelles, en fait, Facebook a les datas de tout le monde et tout le monde s'en fout. Il y a des raisons de nature humaine profonde à ça, en fait. Mais ce que j'avais pas compris avec les cryptos, c'est que les cryptos, ça va pas créer un nouveau Facebook. Ça va créer quelque chose qui n'est pas Facebook, qui est autre chose. Et ça va permettre de créer non pas les services qui existent déjà et qui sont déjà efficients, mais ça va permettre de créer des services d'une nature
nouvelle. Mais c'est pour ça qu'ici, on parle d'un nouveau monde et d'une mutation et d'une Exactement. révolution. C'est-à-dire qu'on est à l'aube de quelque chose de complètement nouveau dans lequel il va falloir qu'on apprenne à se projeter. Les métaverses, ça ressemble pas à Facebook. Le Facebook d'hier, c'est pas les métaverses de demain. Exactement. C'est quelque chose de nouveau qu'il va falloir qu'on aborde. Je veux bien qu'on arrive à ton projet, à toi d'aujourd'hui, qui tourne autour des NFT. Comment est-ce qu'il s'articule et pourquoi est-ce que finalement tu as fait ce choix-là? On a bien compris que ta date anniversaire et tes 100 premiers NFT avaient été le déclic, mais comment est-ce que toi tu t'es projeté dans cet univers-là? Alors moi, j'ai voulu ensuite, une fois que j'ai compris, que j'ai décidé de quitter, etc., je me suis dit la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Donc, je veux apprendre les NFT, il faut que je fasse un NFT. Il s'avère que je vis depuis le début du Covid avec mon meilleur ami qui est Sofiane Pamar, qui est un pianiste qui est à la Cote en ce moment. Sofiane et moi, on a parlé des nuits entières pendant le confinement de NFT, de machin, de trucs. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu m'autorises à faire un NFT autour de ton œuvre et de ta carrière? Parce que ce qui m'intéressait, c'était d'expérimenter le NFT comme œuvre d'art, mais aussi comme utilité. Musical. Alors, c'est un NFT pictoral qui donne accès à des choses musicales. C'est ça qui est drôle. Par exemple, aujourd'hui, les gens qui ont un NFT de Sofiane vont pouvoir, dans quelques jours, se connecter à une plateforme privée, signer avec leur NFT et pouvoir écouter en avant-première l'album de Sofiane qui sort que le 11 février. Ça, on est dans le privilège du fan club ultime. D'accord. Et ça, c'était pas possible dans le monde d'avant. Pourquoi? Parce que là, on va signer de façon cryptographique avec un objet numérique, un accès qui est sécurisé par le fondamentalement du par NFT. La détention du NFT. Par la détention du NFT. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très très vite. Le NFT, ça m'a permis de réapprendre à faire des sites internet et des designs. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait moi-même. Ça m'a ça m'a redécrassé. Qu'est-ce que c'est écrire un site de vente? Qu'est-ce que c'est convaincre des gens, etc. Donc il y avait, parce que la base de la crypto, c'est que si on comprend que tout dans la crypto, ce n'est qu'une question d'offre et demande, on comprend que la valeur centrale, c'est le marketing. Et le marketing dans sa fonction la plus noble. Pas le marketing, parce que quand en France on dit marketing, on imagine toujours des gens qui arnaquent d'autres gens. Non, le marketing, c'est quelque chose de noble. Le marketing, c'est de prendre quelque chose que les gens ne connaissent pas et leur expliquer suffisamment simplement pour qu'ils le désirent. Et ça, c'est un exercice intellectuel qui demande un talent propre. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Moi, je passais mon temps à aider des startups à faire du marketing, mais quand on est conseiller, on regarde les travaux finis, on dit c'est bien, c'est pas bien, plus haut, plus bas. C'est autre chose de prendre une page blanche et d'écrire quelque chose. Par rapport à ça, parce que du coup, tout au long de ta carrière, tu as vu passer plein d'entrepreneurs, tu as vu passer plein de technologies, plein de révolutions, et j'imagine que tu as accompagné certainement des projets blockchain et crypto avant au sein de Family? Non, aucun. Aucun. Okay. Et du coup, pourquoi là tu t'es dit, ok, là il se passe quelque chose de différent, là il faut vraiment que je remette en cause et j'ai une carte à jouer sur ce monde-là, alors que sur les autres technologies qui étaient peut-être pas tout aussi prodigieuses, mais après ça c'est mon avis, pourquoi avant tu n'avais pas eu ce déclic-là en fait? Alors, il y a eu quoi comme vague? Quand j'ai commencé, il y a eu le big data. Tout le monde me disait le big data, le big data, le big data, le big data. Big data, ça marche pas. Ensuite, il y a eu l'intelligence artificielle. J'ai jamais compris profondément ce que c'était. Mais les cryptos ont quelque chose de paradigmatique. Si on comprend la révolution crypto, on comprend que c'est pas simplement un changement de techno, c'est aussi un changement de société. C'est une société dans laquelle les utilisateurs ont le pouvoir. Pour le meilleur et pour le pire. By the way, moi je vois venir gros comme une maison toutes les catastrophes de la crypto. Il n'y a aucune technologie, quand on fabrique un couteau, ça permet de couper un steak, ça permet de tuer des gens. Quand on fait Facebook, ça permet de libérer, ça permet d'enfermer. Quand on fait Google, ça permet de trouver, ça permet de disparaître. Donc toutes les technos ont une dualité. Et la crypto a une dualité horrible. Rendre les gens aussi individuellement responsables de leurs conneries, ça va faire des catastrophes individuelles terribles. Qui vont finir par devenir des catastrophes collectives d'ailleurs. Oui, bien Parce sûr. que quand on va tous vivre dans des métaverses, notre vie future va être compliquée à appréhender. Bien sûr. Mais elle vaut le coup, je pense. Ça vaut le coup de donner du pouvoir à des individus. Un petit mot de conclusion, Thibaut? Non, mais c'est ça, moi je partage ça et c'est vrai que moi je
je vois ça aussi de l'intérieur, mais comme t'as bien terminé, je pense que ça vaut le coup et on fait partie des artisans et à nous aussi d'apporter les bons outils pour créer quelque chose de sympa. Oui, trouver les côtés positifs de cette révolution. Merci Exactement. Oussama d'avoir accepté d'être invité dans Parlons Crypto. Merci de ta confiance. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver très bientôt. Merci beaucoup Thibaut de nous accompagner de ton éclairage sur ces sujets passionnants. Nous nous retrouverons tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous chaque semaine sur l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto. À la semaine prochaine Thibaut. À bientôt. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.